Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Il y a maintenant 3 ans, le président chinois Xi Jinping s'est fixé l'objectif d'éradiquer la pauvreté en Chine d'ici 2020. Quel est l'état d'avancement de ce vaste projet? Quelles sont les difficultés rencontrées par le gouvernement et quels sont les nouveaux défis qu'il doit relever? Avant d'en discuter avec nos invités, je vous propose de regarder ce reportage pour avoir une vue globale avec notre journaliste Sun Yang. Lundi marque les 3 ans depuis les objectifs établis par le président Xi Jinping d'éradiquer totalement la pauvreté en Chine d'ici 2020. Le président chinois s'exprimait en 2015 lors d'un symposium spécial du Parti communiste chinois tenu à Guizhou. La réunion avait pour but de trouver des façons de conduire le développement économique et social de la Chine. Le président Xi a déclaré que la clé d'une société de moyenne aisance se trouvait dans les zones rurales pauvres. Il a appelé à une approche scientifique et demandé aux responsables de faire tout ce qu'ils peuvent pour réaliser cet objectif. L'objectif de 2020 est qu'à cette date, tous les habitants de la Chine vivent au-dessus du seuil de pauvreté nationale, qui correspond à un revenu annuel par habitant de 2300 yuan, soit 350 $ US. Un seuil défini en novembre 2011. Comment la situation a-t-elle évolué? Au cours des 5 dernières années, à peu près 68 millions de personnes à travers le pays ont été tirées de la pauvreté et environ 30 millions de Chinois vivaient encore sous le seuil de pauvreté à la fin de l'année dernière. Selon un rapport de travail remis par le Premier ministre Li Keqiang au mois de mars, il est prévu que 10 millions de personnes franchissent le seuil dès cette année. Une chose est certaine, la Chine fait suivre ses promesses de financement concret. Le gouvernement a alloué un budget de plus de 100 milliards de yuan afin d'atteindre la cible prévue pour 2018, soit une augmentation de 20 milliards de yuan par rapport à 2017. Dans son effort pour éradiquer la pauvreté, la Chine étudie toute une série de mesures spécifiques et ciblées. Notre journaliste s'est rendu au Centre international de réduction de la pauvreté de Chine pour y interviewer le vice-directeur Tan Weiping, qui nous présente les nouvelles armes utilisées pour lutter le plus efficacement possible contre la pauvreté. Premièrement, nous allons commencer par cibler les populations pauvres. Nous allons établir un système d'information centré sur la lutte contre la pauvreté. Nous allons établir des dossiers sur les populations pauvres et récolter un maximum d'informations. Par exemple, face à quelqu'un en situation de pauvreté, nous allons nous demander: qui est cette personne? Pourquoi est-elle pauvre? Comment s'est-elle retrouvée dans cette situation de pauvreté? Où se trouve-t-elle? Comment pouvons-nous l'aider? Nous allons récolter toutes ces informations, puis nous allons construire une gigantesque base de données sur la pauvreté. Deuxièmement, nous allons utiliser les méthodes du cloud computing. Les informations contenues dans notre base de données vont être recoupées avec des bases de données issues d'autres administrations, des données concernant l'éducation, le registre d'état civil, les conditions sanitaires, etc. Ensuite, nous allons bâtir un système cloud entièrement dévoué à la lutte contre la pauvreté. Ce système cloud va nous permettre de collaborer avec des entreprises directement concernées par la lutte contre la pauvreté. Ensemble, nous allons pouvoir mettre au point de nouvelles méthodes afin de permettre à toutes ces personnes de sortir définitivement de la pauvreté. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau 2 invités. Monsieur Wang Kun, vous êtes sociologue, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Et Monsieur Xu Tiebing, vous êtes professeur en relations internationales à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on a vu dans le reportage une vue globale de la situation de la réduction de la pauvreté en Chine. Alors, peut-être pour démarrer notre discussion, peut-être faut-il rappeler pourquoi un tel objectif a-t-il été fixé? Moi, je pense premièrement, premier mot, c'est ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, à peu près chaque pays, il y a une tâche, une mission d'éradication ou lutte efficace contre la pauvreté. Et ce qui est extraordinaire, pour relancer notre débat, c'est que cette fois-ci, le sommet politique en Chine a fixé le délai, c'est-à-dire éradication totale.
En réalité, c'est-à-dire dès les années 50, on a commencé déjà à améliorer, disons, la vie, les conditions de vie, lutte contre la pauvreté. Dans les années suivantes, on privilège, par exemple, de certaines pauvretés, disons, par catégorie. Par exemple, la haute montagne, des régions classiquement, traditionnellement pauvres, habitant, disons, des ethnies, et enfin, disons, les bases missionnaires anciennes. Et depuis la réforme, si on voit par exemple, il s'agit, disons, grosso modo, la Chine a éradiqué à peu près 80% des pauvretés absolues dans le passé. Il reste aujourd'hui ce qui est le plus dur, c'est-à-dire les moyens classiques ne suffisent pas. Les années passées montraient finalement que ça ne suffit pas à faire, disons, éradication de la pauvreté. Donc maintenant, c'est comme une campagne, une mission prioritaire pour accomplir une société en harmonie. Donc de l'extérieur, nous pouvons voir que cet effort de l'éradication de pauvreté de la Chine rejoigne l'objectif de développement durable 2030 de l'ONU, c'est-à-dire que la Chine s'est fixée comme objectif d'atteindre cet objectif 10 ans avant la date limite de 2030. Donc c'est un engagement que fait le gouvernement chinois vis-à-vis de la communauté internationale, mais surtout de son peuple. Donc d'arriver à éradiquer totalement de la pauvreté qualifiée comme absolue. Bien sûr, il existe des critères donc, en Chine. Donc l'objectif a été lancé donc en 2015. En fait, nous avons vécu une accélération de cette campagne ou cette action d'éradication de pauvreté depuis il y a 3 ans. Alors, quels sont les résultats déjà accomplis parce que 3 ans, c'est déjà passé? Par exemple, parmi, disons, une trentaine de provinces, régions autonomes, j'ai parcouru à peu près d'autres. Donc, on a visité souvent des régions reculées, pauvres, en pauvreté profonde. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que si, par exemple, on divise, disons, la pauvreté entre légère, moyenne et profonde. Grosso modo, je dirais les pauvretés légères, ou disons les pauvretés en moyenne, ni moyenne. Grosso modo, c'est déjà fini. Il reste les tâches les plus lourdes, c'est-à-dire que les moyens classiques, l'industrialisation, l'urbanisation, pour des raisons diverses, notamment pour des conditions géologiques, géographiques ou climatiques, sont, je dirais, restent les contraintes majeures pour le sort de la population qui y habite. Donc maintenant, je pense que c'était surtout une sorte de lutte, disons, ciblée, en considérant le terrain, les conditions concrètes de chaque lieu, essayer de trouver les recettes. En milieu, disons, utiliser les subventions. Disons que la subvention donnée par l'État sur la population en pauvreté, c'est un moyen, disons, classique. Grosso modo, je pense que pour des régions, disons, extrêmement difficiles, ça ne donne pas un résultat espéré. Souvent, ça maintient le statu quo. Et maintenant, je pense que c'est surtout avec une sorte de... qu'on envoie l'équipe du travail, en donnant, je dirais, surtout non seulement l'argent, mais c'était surtout les moyens ou habilités et les techniques d'amélioration de production. Là, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est ce qu'on a dit, donner du poisson et apprendre à pêcher, c'est la différence entre ces deux concepts. Et votre constat sur les résultats? Je crois qu'en termes de chiffres, la Chine s'est donné aussi un objectif très clair, c'est-à-dire à partir de 2015, on a utilisé les critères pour fixer le nombre de personnes de pauvreté absolue à 70 millions de personnes en Chine. 70 millions, c'est énorme. C'est plus que de la population de la France ou de la Grande-Bretagne. Donc c'est aussi une mission très importante parce qu'elle est relativement limitée. Donc la vitesse d'éradication de la pauvreté doit être maintenue à relativement élevée. C'est-à-dire que 10 millions de personnes chaque année doivent être sorties de la pauvreté. Alors que dans cet objectif-là, il y a un critère qui est très important, c'est qu'il y a plus de
pauvreté absolue. Donc pauvreté absolue, qualifiée selon les termes du gouvernement, c'est que les gens ne doivent pas avoir des soucis pour manger à sa faim, pour se vêtir et pour accéder aux soins médicaux, de l'éducation et à un logement de sécurité. Donc tous ces critères sont fixés pour dire que tant qu'il y a encore des Chinois qui souffrent de la pauvreté, de ces conditions de vie déplorables, donc on ne peut pas déclarer que la Chine est entrée dans une société de moyenne aisance. Donc c'est pour cela que parmi ces différents objectifs d'arriver à cet anniversaire de 2020, donc le premier centenaire, alors que la première tâche la plus importante, c'est d'aider les gens à sortir de leur situation de pauvreté, et notamment dans les régions les plus reculées, les plus difficiles, comme M. Xu avait mentionné tout à l'heure. C'est vrai que vous avez mentionné un point très important, c'est-à-dire que le critère, en fait, c'est très particulier parce que il y a non seulement un critère de revenu par personne, mais aussi c'est un critère qui est très humain, qui prend vraiment en compte la vie réelle des gens. En ce qui concerne le critère de l'argent, parce que ce n'est pas tout à fait objectif, bien sûr, quand on dit 4 000 ou 6 000, 7 000, il y a toujours un chiffre pour évaluation, mais les chiffres n'est pas toujours objectif, valable, parce que en Chine, les différentes régions connaissent un niveau de développement différent. Alors vous avez mentionné que vous avez parcouru beaucoup de régions reculées, et est-ce que vous avez pu constater les difficultés rencontrées par le gouvernement dans cette lutte de l'éradication de la pauvreté? Par exemple, il y a souvent un phénomène dans le passé que quand un village est désigné comme village pauvre, on reçoit des subventions et cela décourage en revanche les gens de travailler. Donc vous avez mentionné que le statu quo est souvent maintenu. Donc quel commentaire apportez-vous sur ce genre de phénomène et est-ce qu'on a déjà trouvé des remèdes pour améliorer cette situation? Bon, il s'agit de plusieurs thèmes. Premièrement, c'était surtout, je dirais, beaucoup de gouvernements locaux préfèrent avoir un chapeau, une étiquette de pauvreté pour avoir plus de subventions venues de l'État central. Donc l'orgueil, c'est secondaire. L'essentiel, c'est qu'on a plus de l'argent en poche. Donc c'est une pratique classique, disons très bureaucratique. Ce qui est le plus important aujourd'hui, je pense, premièrement, c'est de dire que cette éradication de la pauvreté doit lier contre la bureaucratie, le formalisme. Souvent, c'est des papiers, falsifications, des chiffres, des données, des chiffres, disons, inexacts. C'est quelque chose, je pense, existe largement, même si aujourd'hui, ça réduit en grande partie. Et deuxième, c'était surtout, je pense, évolution ou innovation de habitus. Mais simplement, c'est que les traditions culturelles, sociales, doivent s'adapter, doivent s'innover aussi avec la modernité. Enfin aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'État, non seulement avoir la volonté, mais aussi les moyens suffisants. C'est-à-dire qu'à travers, je dirais, gratuité de scolarisation, de certains services publics, comme, disons, les frais hospitaliers, etc., ça peut donner effectivement, je dirais, que plus de chances à la population de sortir de la pauvreté. En plus de ce que M. Xu avait mentionné, en fait, aujourd'hui, la Chine s'est dotée non seulement des moyens financiers pour faire face à cette question, mais la Chine est dotée aussi des moyens technologiques pour y arriver. Nous avons de plus en plus de moyens technologiques pour mesurer le développement de l'économie locale et le revenu des gens, le pouvoir d'achat, donc leur comportement économique. Donc parfois nous rencontrons des situations de difficulté d'entreprendre ou des activités industrielles ou agricoles parce que cet environnement local n'est pas adapté. Dans d'autres situations, c'est la formation des gens qui ne sont pas sur place accessible pour pouvoir recevoir la formation continue. Et encore dans d'autres endroits, c'est parce que les gens ont une difficulté d'accéder aux soins médicaux où il y a beaucoup plus d'handicapés. Donc chaque situation de la pauvreté est différente. Donc il faut bien cibler
et de donner des solutions adaptées. Donc, bien sûr, il y a un grand réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui le minima social, qui peuvent couvrir les gens les plus pauvres, mais l'argent donné n'est pas pour rendre les gens passifs et de les coincer dans la situation de pauvreté. Donc l'argent utilisé est apport pour les aider à sortir de la pauvreté, c'est-à-dire de retrouver leur activité, de retrouver leur dynamique. Donc c'est pour cela que dans la solution apportée à cette population, donc nous avons donné un objectif de 30 millions de personnes doivent sortir de la pauvreté grâce à leur main-d'œuvre ou technologie. Donc s'ils n'ont pas de technologie, ils n'ont pas de technique, donc ils se recevront la formation. Alors pour d'autres populations qui souffrent plutôt de l'environnement géographique donc difficile, ils peuvent choisir de quitter le lieu là où il n'y a pas de travail, par exemple. Donc ils peuvent choisir de se déplacer, par exemple en ville ou dans les bourgs, les cantons plus proches, là où il y a besoin de main-d'œuvre. Donc dans ce côté-là, il y a 10 millions de personnes dans le projet. Il y a encore 10 millions de personnes qui doivent définitivement quitter leur lieu, par exemple, de naissance, de village, qui souffrent de la sécheresse, de la terre aride, impossible de continuer l'activité agricole. Donc ils doivent choisir de quitter le lieu, etc. Donc pour chacune des situations, il faut apporter des solutions bien plus ciblées. Donc avant de penser à donner simplement ou un minima vital à la population pauvre. Cette année, il y a un salon international de l'industrie de mégadonnées qui s'est tenu au mois de mai dernier, et l'un des sous-forums était justement consacré à la réduction de pauvreté, et Ma Yun, Jack Ma, le patron de la plus grande société de vente en ligne en Chine, Alibaba, a donné aussi un discours sur ce forum pour encourager les paysans, encourager les gens dans la région pauvre d'utiliser l'Internet comme un moyen de s'enrichir. Mais comment voyez-vous l'efficacité de ce genre de phénomène? Parce que il y a des gens qui veulent être formés, mais avec leur capacité d'éducation, ils ont du mal, ou bien ils sont handicapés eux-mêmes. J'ai eu une histoire, il y a une fille handicapée elle-même, et elle a dit que je ne peux pas aller écouter cette formation, je ne peux simplement pas y aller. Donc, comment voyez-vous l'efficacité de ça? Éviter l'uniformisation. Ma Yun aime toujours donner un discours, souvent c'est sur le point de souligner l'importance de la technologie. C'est très bien, mais ce n'est pas, disons, un choix unique. Chaque région ou chaque communauté a ses difficultés, a ses données, disons, contexte historiques. Je pense par exemple, sur certaines régions, je pense par exemple le Jiangtang au Tibet, le sud du Ningxia. Là, je dirais que dans le Jiangtang, c'est plus de 5000 mètres d'altitude. Alors finalement, ces autorités sont obligées de faire déplacement total de cette région, parce que c'est invivable. Dans le sud du Ningxia, il n'y a pas d'eau. Dans le sud du Ningxia, c'est aussi le déplacement massif, encouragé, subventionné. Et dans le sud du Xinjiang, c'est quoi? C'est de désertification. Les populations restent là, mais il faut par exemple opérer, disons, des travaux publics, de fortification, je dirais, de fortification, etc. Et par exemple, dans le Dalianshan et Xiaoliangshan, au Sichuan, c'est un autre exemple. Donc c'est sur chaque région, il y a chaque, disons, recette. Deuxièmement, je pense aussi, c'est évolution des mœurs. Il y a un chiffre, disons, assez impressionnant. Par exemple, les populations, bien sûr, c'est populations rurales, dépensent un tiers de leurs revenus à des fêtes, à des festas, de mariage, etc. Très peu, disons, de l'argent. Il n'y a pas tradition de, je dirais, d'épargnement, de faire un investissement. Là, moi, je pense que c'est surtout les jeunes générations, les jeunes, disons, moins de 30 ans, qui puissent accepter, inspirer, disons, voilà, faire des études, des frais, investissement. Alors, les anciens, alors on ne peut que laisser faire que ça. Donc, moi, je pense que chaque région, chaque lieu a ses problèmes.
concret. Donc, revenons sur, disons, ce que M. Macron avait dit, ciblage, mesures adaptées, et bien sûr, finalement, c'est qu'il faut envahir, non pas un peu comme avant, c'est l'équipe du travail professionnel pour donner les populations, c'est pas distribuer l'argent. Vous avez mentionné les mœurs. Est-ce que c'est vraiment obligatoire de faire évoluer les mœurs locales ou si les gens sont habitués de vivre dans leur village, même s'ils sont pauvres, mais ils sont contents, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de changer? On était par exemple dans le Gansu ou dans le Tibet. Les populations qui sont classiques auparavant sans conscience, on peut dire 60%, 40% et 60% des revenus sont donnés, attribués aux monastères, aux mosquées. Et maintenant, avec l'évolution, ça change, ça change. C'est un processus assez long, mais c'est nécessaire. Votre constat, est-ce que ce processus est vraiment naturel? C'est-à-dire les jeunes, parce qu'ils ont plus d'accès au monde extérieur, donc est-ce que c'est naturel ou c'est vraiment artificiel? C'est une tendance, c'est pas bien sûr 100%, mais au moins quand on voit par exemple avec la scolarisation, généralisation, et aussi avec Internet, informatisation de la société, c'est-à-dire les jeunes sont porteurs d'espoir, de mobilité sociale. C'est là qu'ils changent le monde. C'est vrai que c'est le monde qui change. Je crois que c'est là que joue le rôle de l'éducation aussi. C'est-à-dire l'éducation n'est pas là pour juger, donner un jugement. L'éducation apporte de la possibilité, c'est-à-dire le choix. C'est-à-dire il faut mettre devant les jeunes gens le choix de leur vie. C'est-à-dire ils auront la possibilité de choisir, de faire ses études, d'aller plus loin, aller regarder le monde, d'obtenir une certaine technique ou technologie pour entreprendre un métier, ou bien de rester dans le village pour mener la vie, le mode de vie du passé, etc. Donc il doit avoir le droit de choisir. Alors l'éducation vient pour compléter ce côté, c'est-à-dire auparavant, pourquoi les gens sont un petit peu coincés dans leur ancien modèle de pensée et de vivre, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas été, donc conscience n'a pas été éveillée pour mieux considérer cette chose. Donc quand la génération précédente vivait comme ça, alors on va suivre leurs pas, mais en réalité il faut voir que le monde évolue, donc la possibilité de créer d'autres choses, donc d'autres modes de vie, donc d'aller sortir de chez lui. Donc il y a beaucoup d'autres possibilités, pourquoi pas, de choisir d'autres modes de vie. Donc il faut laisser le choix à la jeunesse, mais la condition préalable, c'est de leur donner de l'éducation. Par exemple, on a souvent discuté avec les spécialistes d'Afrique ou avec les amis africains. Il y a un constat qui me touche, par exemple. Moins on est traditionnel, moins on est autochtone, moins on est pur. Alors plus on a d'espoir, plus on change correctement. C'est bien vrai. Regardez par exemple l'évolution en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, surtout avec le tourisme, il y a une certaine admiration artificielle sur cette autochtonité, sur cette authenticité, mais c'est faux. Sociologiquement, c'est faux. Il ne faut pas coincer les gens dans leurs stéréotypes. Se dire, vous êtes comme ça, vous devez porter votre vêtement classique traditionnel, vous devez vivre votre mode de vie du passé parce que c'est le tourisme qui a besoin de ça. C'est la curiosité, c'est le stéréotype, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour beaucoup d'endroits en Chine, la pauvreté vient de la mentalité des gens. Et on n'ose pas penser. Donc, parce que les générations précédentes étaient comme ça, nous n'avons pas la capacité d'en changer parce qu'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de référence. Voilà, donc c'est pour cela qu'ils n'osent pas changer. Mais aujourd'hui, pour sortir de la situation de pauvreté, il faut que les gens changent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent l'accès à ces informations, à ces financements parfois, donc pour créer leur propre entreprise, un start-up, je ne sais pas. Par exemple, quand leurs voisins sont tous des paysans qui cultivent des champs ou plantent des fruitiers, etc. Mais à un moment donné où vous n'arrivez pas à vendre votre fruit, ce serait une jeune personne qui utilise son téléphone portable pour faire une publicité ou appelle à l'aide en disant que cette année on a connu donc une bonne récolte, belle
récolte, mais on n'arrive pas à vendre des fruits. Alors tout ça va pourrir dans 15 jours, alors aidez-moi. Donc il y aura la réaction de la société, donc il y aura aussi les moyens de les aider à transporter toutes ces marchandises. Donc du coup, les choses évoluent. Donc beaucoup d'endroits en Chine reculés connaissent leur espoir de changement à partir de là. Donc c'est une jeune personne, donc une tête qui a été éveillée, donc cela va apporter le changement et les autres vont imiter progressivement, donc la mentalité va changer. C'est vrai que ce que vous avez mentionné est un point très important, c'est que le changement n'est pas vraiment artificiel, mais on donne le choix, donc c'est les gens qui vont choisir eux-mêmes dans quelle façon ils vont vivre. Je pense en Chine, il y a cette phrase qui dit que Fu Ping Xian Fu Zhi, c'est-à-dire la réduction de la pauvreté est essentielle dans la volonté. Il faut que la volonté des gens, il y a une volonté chez les gens pour travailler. Alors, si on regarde un peu dans l'avenir, quels sont les défis, les plus grands défis pour arriver à cet objectif d'éradiquer la pauvreté en Chine en 2020, et est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a suffisamment préparé pour réaliser cet objectif? Le premier, c'est le bureaucratisme classique, parce que chez nous aussi, il y a pas mal de scandales. On manipule les chiffres, on donne un faux bon résultat, mais faux. Et finalement, je dirais que c'est que la pauvreté maintient ou revient. Donc maintenant, il faut, disons, accompagner une certaine, je dirais, lutte de supervision, de lutte contre la pauvreté, contre la spéculation. C'est efficace, c'est très nécessaire. Sinon, je dirais malgré la bonne volonté, le résultat serait autrement. Deuxième, c'est la longue, je dirais que c'est plutôt de voir la longue conséquence, c'est-à-dire des mesures appropriées, non seulement la subvention, introduction, je dirais, des technologies, l'enseignement, etc. Ça fait un cycle, disons, de bon cycle, c'est-à-dire scolarisation, éducation, regard vers l'avenir, inspiration et apprentissage. Comme ça, finalement, ça fait un bon start-up, si vous voulez. Et je crois que donc c'est le développement durable qui est le mot-clé, c'est-à-dire que sortir de la pauvreté avec bien sûr la ressource de toute la nation, de tout le pays, on peut y arriver à un moment donné, mais comment aider les gens à rester en dehors de cette pauvreté, parce qu'il y a un taux de réapparition de pauvreté annuelle qui est à 4%. Donc comment rendre ce nouveau modèle durable? C'est ça le défi, c'est-à-dire que dans le long terme, il faut penser à un plan de développement pour ces personnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien bénéficier de certaines technologies ou subventions pour sortir de la pauvreté pendant 5-10 ans, mais pour que toute la génération, la jeune génération, aura un bel avenir dans le futur, en moins de ne pas retomber dans la pauvreté, de se mettre à l'abri de tous les aléas, par exemple la maladie, par exemple la calamité naturelle, beaucoup d'autres facteurs. Donc il faut que le développement de la région soit donc durable et conçu de façon générale. Il ne faut pas que les gens sortis de la pauvreté pendant un temps et de retomber dans la pauvreté, soit chez eux, soit dans leur nouveau lieu de vie, par exemple. Donc, du coup, il faut concevoir à l'avance ce mécanisme qui les comprend, qui les prenne en considération. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de cas où les gens sont malades et puis d'un jour à l'autre, ils tombent dans la pauvreté. Alors, de toute façon, vous nous avez donné beaucoup de nouvelles informations et je vous remercie tous les deux. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.